na Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Monsieur et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le Zimondis continue de s'accumuler dans plusieurs espaces publics en cette saison sèche. Une situation qui préoccupe les habitants alors que ces déchets risquent de bloquer le caniveau et d'aggraver les inondations à l'arrivée de la pluie. Entre manque de civisme et insuffisance des dispositifs de collecte et la responsabilité des autorités, la question de l'assainissement reste un défi majeur pour la ville de Matadi. Image et commentaires. L'insalubrité à Matadi, on en parle et on en parlera toujours aussi longtemps que la ville portuaire continue à être sale. Si pendant la saison de pluie, plusieurs caniveaux se libèrent de l'air immondice pour le déverser sur les grandes artères de la ville. Cependant, la saison sèche que les immondices composés des déchets de tout genre peuvent être observés un peu partout. Ici, nous sommes sur le marche nommé escalier cadeau du député honoraire Miller Lutelo sur l'avenue Landukuzoma au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi, tout juste à côté du caniveau construit pour le passage d'eau. Malheureusement, les déchets ont élu domicile dans ces lieux, empêchant même la circulation d'eau. De part et d'autre, les herbes qui ont poussé contribuent également à un dépotoir où les déchets composés de bouteilles et sacs en plastique, des déchets ménagers et tant bien d'autres y sont jetés. Ce même cas est observé à Kalankala sur le tronçon rond-point Londé et Énergie. Ces caniveaux bouchés par les immondices empêchent l'eau de suivre son cours normal. Par conséquent, l'eau ruisselle sur la route. La ville de Matadi, qui reçoit les visiteurs de partout, reste toujours sale, pas bonne à regarder. Dans le territoire de Lukula, cité d'un Sioni, un jeune homme conducteur de moto a été retrouvé sans vie après avoir été porté disparu durant 2 semaines à la rivière Mbavu. Selon le témoin de l'événement, le corps de cet adolescent était déjà dans un état de putréfaction avant même les enquêtes seront ouvertes pour déterminer les circonstances de ces décès. De plus amples détails dans cet élément. La découverte de cette dépouille inerte a profondément bouleversé les habitants de Sioni, dans les territoires de Lukula au Congo central, où un corps sans vie d'un motocycliste identifié comme Michael a été retrouvé dans la rivière Mbavu, où il a été dissimulé sous les rameaux de palmiers. Selon les informations recueillies auprès des autorités locales, la victime était portée disparue depuis près de 2 semaines. Cette disparition, qui avait déjà suscité l'inquiétude de la population, connaît aujourd'hui une issue tragique. Il y a 2 semaines et 2 jours que tu as enregistré une disparition. Il y a un jeune motard au nom de Michael. Oui. Tout le monde va ramo, va katia on pena bien, va tié, va katia sous bambou de Chine, va tié. Donc juste nassé à biloko wana, décor sans vie et ça. Nous avons demandé aux gens, balon la bambou. Ils ont enlevé bolon la mandala. Tant bolon mandala là, nous avons les images. C'est alors que tout le monde moutou abimi dans le système dorsal, oui. Mais en état de décomposition. Oui. Il gardait encore look Que s'est-il réellement passé? Les circonstances exactes de ces drames restent à établir. Et puis, une nouvelle dans cette session d'information. Monsieur et dames, nous sommes dans la cité de Mbanzangungu, dans la province du Congo central, où un bar appelé Chez Christian a pris fait
Dernièrement, dans la nuit du mardi 14 juillet au mercredi 15 juillet 2026, en face de la station Kobil, la population de ces coins s'est précipitée avec le moyen de bord pour arriver à éviter les dégâts de l'incendie pour les maisons environnantes. Et puis, tout à fait autre chose, Monsieur Zedam, 15 juillet était la date limite ultimatum fixée par les États-Unis d'Amérique pour le Rwanda afin qu'il retire ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo et arrivé à une échéance. Le combat continue et les accords de Washington piétinés. Plus de détails dans ces commentaires signés Abdelaziz Bobo. Le 15 juillet devrait être le jour des vérités pour l'Est de la RDC. C'était la date butoir fixée par l'administration américaine pour que le Rwanda retire enfin ses troupes du sol congolais et cesse son soutien à la coalition AFC M23. L'échéance est désormais là. Le constat est implacable. Sur le terrain, rien n'a bougé. Les armes continuent de crépiter au nord et au sud Kivu et les forces de défense rwandaises, RDF, maintiennent leur position. Cette résistance ouverte de Kigali face à un ultimatum des premières puissances mondiales jette une lumière crue sur les limites de la diplomatie internationale dans la région des Grands Lacs. Pourtant, des cadres théoriques pour une sortie de crise existent. Signé en décembre 2025 à Washington, sous l'égide de Donald Trump, après une médiation conjointe des États-Unis et du Qatar, les accords de Washington portaient en eux l'espoir d'un compromis pragmatique. Le texte repose sur une équation simple, des engagements simultanés et réciproques. D'un côté, Kinshasa s'engagerait à neutraliser la menace des FDLR. De l'autre, Kigali devrait lever les mesures de défense pour ordonner le repli de ses soldats et des armements lourds. Face à cet échec, la crédibilité de Washington et des institutions multilatérales est lourdement engagée. Et puis, parlons santé dans cette session d'information dans le dernier rapport publié par l'Institut national de santé au début de la semaine en cours sur l'évolution de l'épidémie qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les cumuls s'élèvent désormais à 2011 cas confirmés, 750 décès et 366 maladies guéries. On compte à ce jour 5 provinces contaminées, notamment la province de Haut-Ouélé, de l'Ituri, du Nord Kivu, Sud Kivu et enfin celle de la Tchopo. De commentaires dans les commentaires avec Mervedi Bangana. La riposte contre l'épidémie d'Ebola se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo, avec une situation constatée selon les provinces. Le dernier bilan officiel, publié par l'Institut national de santé publique, fait état d'un cumul de cas confirmés qui s'élève désormais à 2011 pour un total de 754 décès, soit un taux de létalité globale qui reste préoccupant à 37,5%. Le principal point d'attention reste la province de l'Ituri, véritable épicentre de cette crise sanitaire. À elle seule, elle concentre 27 de 31 nouveaux cas recensés, ainsi que la totalité des décès enregistrés dans la communauté. La transmission y demeure très active, notamment le long du corridor Djougou-Irumu. Face à ces tableaux sombres, l'espoir renaît toutefois du côté du sud Kivu. La province vient de franchir un cap symbolique. 47 jours consécutifs sans aucun nouveau cas confirmé. C'est plus du double de la période maximale d'incubation du virus. Et pour la province de Tchopo, 4 cas confirmés et 2 décès. Pendant ces temps, les équipes médicales poursuivent les suivis de contacts dont le taux atteint actuellement un peu plus de 67%. Notons que le pays compte plus de 366 guéris. Et puis, la République démocratique du Congo poursuit son offensive diplomatique sur la scène internationale à New York. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba,
Wagner a présidé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la formule de ARIA dans le cadre de la présidence congolaise du Conseil. Le détail dans ses commentaires. Cette rencontre était consacrée à l'évaluation du déficit normatif en matière de ressources naturelles et de paix. Devant les participants, la chef de la diplomatie congolaise a appelé la communauté internationale à dépasser une approche centrée sur la gestion des conflits pour promouvoir une gouvernance responsable des ressources naturelles dans le respect de la souveraineté des États. C'est lundi 13 juillet 2026. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à l'invitation de la République démocratique du Congo à cette réunion sous la formule ARIA consacrée au thème « Diagnostic sur la lacune normative concernant les ressources naturelles et la paix, fondation et perspective ». En assumant pour la première fois depuis plus de 3 décennies la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a souhaité mettre cette responsabilité au service d'une réflexion d'intérêt universel. La réunion qui nous rassemble ne constitue pas une consultation de plus. Elle marque l'ouverture d'une réflexion que mon pays souhaite inscrire dans la durée autour d'un défi majeur de notre époque. Faire de la gouvernance des ressources naturelles non plus seulement un sujet de gestion de conflits, mais un instrument de leur prévention au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité. La réunion d'aujourd'hui n'a pas vocation à négocier un test ni à promouvoir une approche prédéterminée, a rajouté Madame la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. La réunion d'aujourd'hui n'a pas vocation à négocier un texte ni à promouvoir une approche prédéterminée. Son caractère informel doit nous permettre d'entendre les expertises, d'approuver le diagnostic, d'identifier les préoccupations légitimes et de mesurer les convergences possibles. Elle constitue la première étape d'une séquence diplomatique cohérente. Les enseignements de nos échanges nourriront le débat public de haut niveau que présidera le 22 juillet prochain son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avec l'ambition de porter cette réflexion au plus haut niveau politique et d'ouvrir un processus de consultation appelé à se poursuivre au-delà de la présidence congolaise. Le rendez-vous est désormais fixé au 22 juillet où la RDC entend faire entendre sa voix sur les liens entre les ressources naturelles, la paix et la sécurité. Et puis, l'actualité internationale dans cette session d'information au Moyen-Orient, les États-Unis d'Amérique reprennent le blocus maritime contre le port iranien dans le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré le mardi 14 juillet dernier qu'il serait prêt à cibler le centrale électrique et port en Iran la semaine prochaine si aucun accord n'est conclu avec Téhéran d'ici là. Avec cette image publiée sur le réseau social X, le CENTCOM officialise la reprise du blocus des ports iraniens. Et comme les nuits précédentes, le centre de commandement américain fait état de plusieurs frappes sur le territoire, menées à l'aide d'avions de chasse, de drones et de navires de guerre. Un peu plus tôt, le président des États-Unis avait mis en garde Téhéran et menaçait de s'en prendre aux infrastructures civiles. La semaine prochaine, ce sera le tour des centrales électriques, puis celui des ponts. Nous allons détruire toutes leurs centrales électriques, nous allons détruire leurs ponts, à moins qu'ils ne s'assoient à la table des négociations. L'Iran, de son côté, reste inflexible et rejette la responsabilité de la rupture du cessez-le-feu sur les États-Unis. L'Iran n'a jamais quitté la table des négociations. Ce sont les États-Unis qui ont rompu le protocole d'accord d'Islamabad. Nous n'avons rien fait de tel. Le fait qu'ils souhaitent que l'Iran revienne à la table des négociations est une demande qui ne sera pas satisfaite. En riposte aux attaques sur son sol, Téhéran revendique des frappes sur des sites américains au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. Et dans un communiqué, les gardiens de la révolution précisent que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin de ce qu'ils qualifient d'acte d'agression des États-Unis. Et voilà, c'est par cette note internationale que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes.